Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Les activités des fédérations, associations et mouvements estudiantins devraient pouvoir reprendre sur les campus du Bénin. La Cour constitutionnelle déclare contraire à la Constitution la décision du gouvernement qui interdit ces activités. Les réactions de responsables étudiants à suivre dans cette édition. Le débat télévisé de TF1 entre 5 candidats à la présidentielle française d'avril-mai prochain a effectivement eu lieu. Un débat qui lance ainsi la campagne électorale. Et puis, mutinerie au Guatemala ce lundi, 3 surveillants tués et 3 otages libérés. Bienvenue dans ce journal. Bonne nouvelle pour les étudiants des universités nationales du Bénin. Les associations estudiantines devraient pouvoir reprendre leurs activités sur les campus. C'est ce qu'on peut comprendre de la décision de la Cour constitutionnelle du 16 mars 2017 qui déclare contraire à la Constitution, et bien celle du Conseil des ministres du 5 octobre 2016 portant interdiction d'activité des fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin. Quels sont les ressentis des responsables étudiants et comment pensent-ils se réorganiser? C'est à travers ce reportage de Aristide Setti et Romaric Devouchi. Par sa décision DCC 17-065 du 16 mars 2017, la Cour constitutionnelle du Bénin vient de déclarer contraire à la Constitution la décision du Conseil des ministres du 5 octobre 2016 portant interdiction d'activité des fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin. Elle considère ce décret du 5 octobre 2016, je cite, nul et non avenu. Les responsables étudiants s'en réjouissent. Mes impressions tout de suite sont celles de joie, de satisfaction totale, d'allégresse et de fierté. C'est avec une grande joie, une fierté d'être un combattant que nous avons reçu l'information dans la journée de ce lundi, l'information selon laquelle la Cour a fait sortir une décision pour déclarer contraire à la Constitution la décision gouvernementale en date de 5 octobre qui met en mal la liberté d'expression des étudiants. Bon, en réalité, il faut dire que la Cour a dit le droit. Nous ne sommes pas des hommes de droit et nous félicitons le président de la Cour pour avoir fait respecter la Constitution. Satisfaits de la décision de la Cour, ils reviennent sur la question de la réorganisation du mouvement estudiantin. Vous savez, nous avons perdu du temps. Depuis le 5 octobre 2016, le mouvement étudiant s'est étiolé. Le mouvement a pris un coup. Mais je pense que l'heure pour nous est à la remobilisation. Je crois que la priorité pour nous aujourd'hui n'est pas la réorganisation du mouvement estudiantin, parce que la suspension des activités depuis le 5 octobre passé a engendré beaucoup de problèmes. Nous devons saisir cette opportunité pour aller nous réorganiser autrement. Et pour moi, ça ne devrait pas débouter même à une victoire ou bien à une manifestation qui montre que bon, voilà ça. Parce qu'il y a toujours un problème qui se pose, problème de la réorganisation. Et il ne servirait à rien que l'UNEP parle. Et moi, je me lève, je dis, je ne suis pas d'accord. Et comme ça, la personnalité morale du responsable étudiant n'est pas respectée. Rappelons que le gouvernement Talon avait pris la décision d'interdire toute activité des fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants suite aux résultats d'enquêtes administratives relatives à des cas de violence et de vandalisme survenus en août 2016 sur le campus d'Abomey-Calavi.
Le 24 mars prochain va s'ouvrir à l'Assemblée nationale une session extraordinaire afin d'étudier le projet de loi portant révision de la Constitution. C'est la conférence des présidents du Parlement qui l'a décidé, a-t-on appris ces dernières heures. Il faut dire que la convocation de cette session intervient après que le gouvernement béninois, à l'origine du projet de révision de la Constitution actuelle du Bénin, a demandé à l'Assemblée nationale de la tenir. Pendant que le Parlement s'apprête à étudier le projet de loi portant révision de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, l'initiative de cette révision est au cœur de tous les débats. S'il y a une question qui intéresse beaucoup les Béninois, c'est celle-ci. Le projet de révision de la loi fondamentale du Bénin, s'il est adopté en l'état, entraînerait-il l'instauration d'une nouvelle république? Non, nous a répondu un constitutionnaliste, mais c'est la Cour constitutionnelle qui, en dernier ressort, pourra nous dire ce qu'elle en pense. Projet de révision de la Constitution vers une nouvelle République. C'est un sujet de Fréjus Servan et Romaric Devouchi. Le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990, s'il est adopté dans l'État, conduira-t-il le Bénin dans une nouvelle République? Non, répondent les constitutionnalistes. Quand peut-on alors parler d'une nouvelle République? Qu'il n'y a pas de théorie constitutionnelle en la matière pour dire voilà les indicateurs pour qu'on entre dans une nouvelle République. Donc il suffit de voir la pratique et de voir l'orientation que l'on donne à une nouvelle Constitution pour se dire oui, on est dans une nouvelle République. C'est-à-dire on dit bon voilà, on ne va plus pratiquer la démocratie, c'est la dictature, ou bien c'est le contraire, c'est la dictature qu'on pratiquait maintenant, c'est la démocratie qui doit pratiquer. Ou bien encore, on peut être dans la démocratie, mais modifier de fond en comble l'organisation, le fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions. Donc je ne crois pas qu'on puisse parler de nouvelle république avec le projet actuel, même si, comme je l'ai dit, il y a plus d'une quarantaine d'articles qui ont été touchés. Une institution phare, la Cour constitutionnelle, qui a été modifiée dans sa composition, une autre qui a été supprimée, le Conseil économique et social. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est dans une république, parce que d'abord le préambule est laissé en l'état. Toute révision n'implique donc pas forcément un changement de république. Vous savez, la Constitution française de 1958 a été révisée plus d'une vingtaine de fois. La dernière fois, je crois qu'il me semble que c'est en 2008, où on a procédé, n'est-ce pas, à un rééquilibrage des institutions. Cela n'a pas suffi pour autant dire qu'on est, n'est-ce pas, passé à une 6e république. Parce que depuis 1958, on est dans la 5e république en France. Une révision constitutionnelle peut cependant conduire à une nouvelle constitution. Et pour le professeur Tokpanou, politiste, c'est le cas avec l'actuel projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Est-ce que oui ou non, avec le nouveau projet, on n'a pas des institutions nouvelles, on n'a pas des principes nouveaux? À partir du moment où il y a des institutions nouvelles, à partir du moment où il y a des suppressions d'institutions, à partir du moment où il y a des principes nouveaux, on est nécessairement dans une nouvelle constitution. Il ne s'agit pas d'une révision, mais il s'agit incontestablement d'une nouvelle constitution. Il y a eu une révision en Côte d'Ivoire le 2 juillet 1998. Au cours de cette révision, qui avait touché 53 articles sur 76, cette révision avait été critiquée par la doctrine. Certains ont même parlé de détournement de procédure, car par la technique de la révision, l'on avait abouti à des institutions nouvelles, à des principes nouveaux, ce qui autorisait à y voir en fait une constitution nouvelle. S'il est aisé de donner des explications générales aux notions de nouvelle république ou de constitution, l'inexistence d'un consensus au niveau de la doctrine pose problème. Que d'ici la fin de la semaine, moi je me prépare à saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse nous dire exactement à partir de quand elle, la Cour, peut considérer une révision comme induisant soit une nouvelle constitution, soit une nouvelle république. Si, en tout état de cause, la polémique relative à l'instauration ou non d'une nouvelle république persiste, la Cour constitutionnelle, bientôt assaillie de recours, dira le droit une bonne fois pour toutes.
Et quelles sont les attentes des Béninois vis-à-vis de ce projet de loi de révision de la Constitution? Il faut qu'il serve à corriger, par exemple, les insuffisances contenues dans l'actuelle Constitution. Eh bien, il faut qu'il contribue à renforcer l'indépendance de certaines institutions vis-à-vis du chef de l'État. Ce sont là des propos recueillis par Cano François et Frégis Fiossi. Et je vois que si ça peut arranger le peuple béninois, ce serait bon. Mais si ce serait opportun du nouveau gouvernement, moi je ne serais pas d'accord. Oui, parce que l'ancien président qui était là a voulu faire ça, on a refusé. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans maintenant et on veut faire ça encore? Je ne comprends pas. Normalement c'est comme ça qu'on va faire. Ce n'est pas le fait de dire que on ira à l'Assemblée si ce que l'Assemblée dit, mais nous sommes plus nombreux que les députés de l'Assemblée. Donc nous savons bien que ce sont eux qui sont nos représentants là-bas. Quand même, si ce serait aussi dans les avantages, eux peuvent accepter alors que nous ne pouvons pas accepter ici. Bon, si je vois ça là, moi je vois que vaut mieux de dire ça à la population. Si la population accepte, on peut continuer. Bon, voilà, c'est l'euphorie qui tourne, qui a autour de cette question qui me meurt, moi. Est-ce que bon, voilà, les Béninois aujourd'hui vont prendre assez de recul, prendre assez de hauteur pour ne pas aller dans le sens des intérêts partisans? C'est ça la principale question. Je voudrais juste qu'il y ait une révision de la Constitution, mais une révision de la Constitution qui puisse garantir à mon enfant qui n'a que 8 ans aujourd'hui, qui ne sait rien de tout ce qui se passe au plan politique, de pouvoir dans 10 ans ou dans 15 ans vivre aisément et bénéficier de tout ce que le Bénin puisse lui offrir comme garantie. Moi, mes attentes, c'est qu'il faut réviser vraiment en tenant compte des insuffisances qu'on a eu à relever dans la Constitution que nous voulons réviser. Par exemple, en allant vers l'indépendance des autres institutions par rapport à la présidence de la République, la Cour constitutionnelle, la HAC, la Cour suprême, le pouvoir judiciaire, tout cela est mis en pointillé dans ce que nous avons à réviser parce que, moi, à mon sens, l'indépendance des institutions telles que nous le souhaitons n'est pas du tout reconnue formellement. L'actualité hors du Bénin, des lycéens ghanéens sont morts par noyade ou écrasés par des chutes d'arbres ce dimanche alors qu'ils nageaient en pleine tempête. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies à ce sujet. Avec l'ambulance nationale, nous avons transféré environ 6 patients et nous sommes en train de transférer 10 patients qui ont subi diverses blessures. Ils auront besoin d'examens orthopédiques et davantage de contrôle. Les 3 docteurs qui travaillent ici sont tous des médecins généralistes et oui, nous possédons une certaine capacité de stabiliser l'état des patients et les transférer vers d'autres niveaux de traitement. La tempête a commencé vers 4 heures et à 5 heures, nous avons été informés du désastre. Je considère cela comme un cas de force majeure ou une action de Dieu. Fillon, Hamon, Macron, Mélenchon et Le Pen, tous ont pris part au débat de la présidentielle française d'avril-mai 2017 auquel les a confié la chaîne. Eh bien, la chaîne de télévision TF1, le débat, souvent policier, a aussi été tendu. Laurent Toninkes pour le commentaire. Exercice inédit sous la 5e République avant un premier tour, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont affrontés dans un long débat de 3h30 qui a laissé au deuxième plan les affaires ayant secoué la campagne. François Fillon, empêtré depuis fin janvier dans l'affaire d'emplois familiaux présumés fictifs de collaborateurs parlementaires, a concédé avoir pu commettre des erreurs. J'ai pu commettre des erreurs, j'ai quelques défauts, qui n'en a pas, mais j'ai l'expérience. D'entrée, c'est TF1, la chaîne organisatrice qui a été la première cible. François Fillon
Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont critiqué le format du débat, regrettant l'absence des 6 autres candidats validés par le Conseil constitutionnel. Sur le fond, après des successions de divergences en grand éclat comme sur l'apprentissage, ce sont les thèmes de la sécurité et l'immigration, puis la laïcité et l'islam qui ont fait monter la tension. Emmanuel Macron, favori des sondages avec la candidate FN pour accéder au second tour, a été la cible de tous, mais a évoqué régulièrement des points d'accord avec certains de ses rivaux, dont François Fillon. Pouvez-vous prendre l'engagement ici, devant les Français, que parmi ces personnes les plus fortunées qui ont fait des dons importants pour vous ou pour votre campagne, il n'y a pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique, plusieurs cadres de l'industrie chimique et pétrolière, plusieurs cadres de l'industrie bancaire je vous demande cela. J'en prends l'engagement solennel, je ne suis tenu par personne, je suis libre, le financement est transparent, il est soumis à une commission, les donateurs sont protégés par la loi dans leur identité. Si j'y étais, j'aurais été à la primaire, si j'y étais, je ne serais pas là aujourd'hui, et si j'y étais, je n'aurais pas mené les combats que j'ai menés. Mais vous êtes dur avec ceux qui vous soutiennent, monsieur Macron. Mais je ne suis pas dur, je suis simplement aussi respectueux de leur identité et de la mienne. Sur le plan géopolitique, les relations France-Russie ont donné lieu à un vif débat entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, également en désaccord, moindre sur le revenu universel, mais plutôt en phase sur une large part du débat. Avec seulement 66% des Français qui sont certains d'aller voter à 5 semaines du premier tour selon une enquête du Cevipof, un des principaux enjeux pour les candidats était de convaincre quelques 15 millions d'indécis ou de possibles abstentionnistes. Et puis au Guatemala, la police a pris d'assaut une prison où étaient retenus en otage des surveillants à la suite d'une mutinerie. Reportage. 4 surveillants pris en otage par des détenus après une mutinerie dans une prison pour mineurs du Guatemala ont été libérés, a annoncé lundi soir le président du pays, Jimmy Morales, mais l'un d'entre eux est décédé de ses blessures. 2 autres gardiens avaient été tués la veille lors du déclenchement de la mutinerie visant à dénoncer des mauvais traitements. Un 5e fonctionnaire otage qui présentait des blessures avait été libéré à l'aube afin d'être conduit à l'hôpital. Merci à Dieu et à l'action efficiente et opportune de notre police, qui a réussi à libérer vivants nos 4 surveillants retenus, a indiqué sur son compte Twitter le président du Guatemala, Jimmy Morales, peu de temps après l'entrée en force des policiers dans la prison. Mais peu après cette annonce, les autorités médicales ont annoncé le décès d'un des otages libérés des suites de ses blessures. Une porte-parole des pompiers a également annoncé que 2 autres ex-otages présentaient des traumatismes crâniens. L'émeute avait débuté dimanche soir dans le centre pénitentiaire Etapa 2, situé à San José Pinula, à quelques kilomètres de la capitale Guatemala, et voisin du foyer pour mineurs Hogar Seguro, où 40 adolescentes avaient péri le 8 mars dans un incendie. Des forces spéciales lourdement équipées entouraient l'ensemble de la prison où un début d'incendie s'était déclaré dimanche soir. Lors de l'assaut, des journalistes de l'AFP sur place ont entendu de multiples détonations, mais le ministre de l'Intérieur Francisco Rivas a qualifié l'opération de succès. Les mutins, une quarantaine de membres d'un gang criminel, Barrio 18, voulaient protester contre les sévices infligés aux détenus par les surveillants. Selon Abner Parides, le responsable du secteur jeunesse au parquet chargé des droits de l'homme. Selon Vladimir Lopez, un des responsables du secrétariat du bien-être social de la présidence guatémaltèque, dont dépend le centre, la prison compte 56 membres de gang, 39 majeurs et 19 mineurs, bien que l'établissement soit destiné aux adolescents. En outre, les détenus demandaient le retour de prisonniers transférés, de meilleures conditions d'alimentation et un assouplissement du régime des visites selon les autorités. Ce centre de détention avait déjà été le théâtre en 2005 d'un affrontement entre bandes qui avait fait 14 morts. L'établissement adjacent pour adolescentes où a eu lieu l'incendie de début mars avait été ouvert en 2006 et avait déjà été dénoncé par le passé pour des mauvais traitements et abus sexuels sur les pensionnaires. Au Guatemala, le pays le plus peuplé d'Amérique centrale, 59,3% de la population vit sous le seuil de la pauvreté selon la Banque mondiale et le taux d'homicide est un des plus élevés au monde. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.